Bien, bonjour à tous. Merci du coup d'assister à l'avant-dernière conférence, je crois, de ce salon. Merci d'être venu. Avec Benjamin, du coup, on fait partie de la société Element. Certains sont déjà passés au stand tout à l'heure. Je vous encouragerai à venir nous voir un petit peu après. On est développeur, constructeur et exploitant d'actifs de production d'électricité d'origine renouvelable. On fait vraiment pas mal de choses. On est à peu près une centaine en France, à peu près 120 dans tout le monde. Et on fait du coup principalement du photovoltaïque, de l'éolien et de l'hydroélectricité. Voilà. Spécifiquement pour ce salon, comme notre cible, spécifiquement on est sur des industries, on axe la présentation sur l'autoconsommation photovoltaïque, comme on l'appelle, voilà, forcément vecteur clé pour sécuriser une partie plus ou moins intéressante de la consommation des différents clients. Et on le verra sur la présentation. Et Benjamin présentera un retour d'expérience qu'on a réalisé sur une toiture photovoltaïque pour un industriel qui produit beaucoup de produits textiles, on le verra. Voilà. Du coup, en 4 parties, qu'est-ce que l'autoconsommation? On va reprendre les bases, ce sera un petit peu technique et du coup on prendra les questions à la fin, bien évidemment. Pourquoi autoconsommer? Quels sont les modèles qui existent en France et dans le cadre réglementaire actuel pour y arriver? Voilà. Et on finira par une étude et cas pratiques, comme je l'ai dit à la fin. Qu'est-ce que l'autoconsommation? Juste avant d'aborder le sujet, quelques petits rappels sur la facture d'électricité. Voilà, pour bien comprendre de quoi on parle quand on va venir autoconsommer. Voilà. Donc dans une facture d'élec, on va retrouver une part énergie, bien évidemment la part majoritaire dans le coût que va payer le consommateur, avec 2 sous-parties. Une partie fixe qui représente l'abonnement, qu'on ne pourra pas effacer lors d'opérations d'autoconso, et une partie variable, voilà, et l'unité c'est du prix au kilowattheure. La partie transport qui représente à peu près 20% de la facture, ça dépend des cas, on a pris des exemples ici assez généraux. Forcément une partie fixe, c'est comme tout contrat, et puis une partie variable qu'on appelle aussi le TURP, et que dans certaines conditions on va pouvoir venir effacer. En troisième partie, on l'appelle la partie taxes et contributions qui représente à peu près 10%. C'est fluctuant en fonction des réglementations et des mesures de soutien de l'État. On va retrouver une partie variable sur le montant d'énergie consommée, on appelle aussi la CSPE, et une partie fixe sur la partie transport qu'on appelle aussi la CTA. Voilà. Et finalement là, si on représente la totalité du coût d'une facture d'électricité, et ben on se rend compte qu'il y a à peu près 95% de coûts qui sont variables et 5% de coûts qui sont fixes. Ça veut dire que si on arrive par une solution de production photovoltaïque in situ, donc localisée sur le site de consommation, à venir consommer le moins possible, et ben on va venir économiser dans ces coûts variables. Voilà, c'est tout l'intérêt de la solution. Donc là, prenons un exemple très pratique, je vais l'expliquer comme ça en 3 minutes. Vous êtes un client consommateur, vous avez des volumes de consommation qui sont plus ou moins importants. Voilà, vous consommez peut-être en 5 jours sur 7, 7 jours sur 7, le jour, la nuit, enfin voilà, toutes les configurations sont possibles. Vous, à l'heure actuelle, avez un contrat avec un fournisseur d'électricité, voilà, qui vous donne des électrons par le flux bleu. Voilà. Et finalement, vous avez aussi du foncier. Alors vous avez du foncier peut-être sur vos toitures disponibles, sur vos espaces de parking, sur vos terrains délaissés à côté, hein, ça peut être de toute nature, même sur du flottant, on fait aussi du photovoltaïque flottant. Et finalement, vous allez venir pas directement relier la centrale photovoltaïque au réseau, mais directement chez vous. Voilà. Et c'est-à-dire que les flux d'électrons vont directement transiter dans le site. Voilà. Et c'est-à-dire que le flux bleu va être moins important. Et voilà, vous allez pouvoir directement profiter de l'électricité qui est produite sur votre site. C'est ça le concept. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait l'élec qui n'est pas consommé par le site? Eh ben, on peut éventuellement le réinjecter sur le réseau. Et on verra les différents modèles qui encadrent un peu tout ça. Qu'est-ce que ça fait là si on représente finalement l'autoconso sur un graphique?
Alors là, finalement, c'est un graphique, on va dire, ce qui se passe au niveau d'un jour, voilà, classique. On va avoir, bon, bah, j'ai pris une consommation un petit peu classique d'un site. Voilà, donc d'un site industriel. On a le profil de production d'un actif solaire. Bon, bah, bien évidemment, le matin, il y a assez peu de soleil, le midi, il y en a beaucoup, et le soir, il n'y en a pas. Voilà. Et on va avoir du surplus de production, bien évidemment, ce qui ne sera pas consommé par l'usine. Et ce qu'on appelle autoconsommation, ça va être la partie qui est couverte par la production photovoltaïque. Voilà. Et bah, forcément, il y a des parties qui ne sont pas couvertes par la centrale photovoltaïque. Et il faudra bien évidemment continuer à soutirer des électrons du réseau. Voilà. Et c'est dans ça qu'on s'inscrit. Alors pourquoi autoconsommer? Vous l'avez vu spécifiquement hiver 2022. On a eu une crise assez importante sur les marchés de l'électricité. Les prix se sont envolés. Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a des raisons très très court terme. Avec une hausse du prix du gaz en Europe, il y a vraiment eu des phénomènes géopolitiques importants qui ont bien évidemment impacté à très très court terme les prix. Voilà, parce que bon, par extension, le prix du gaz est quand même, le prix de l'électricité est quand même relié au prix du gaz. Voilà, donc bon, là, forcément, il y a eu un contexte géopolitique avec notamment des conflits russes qui n'ont pas aidé du coup dans cette tendance court terme. En 2022, on a eu une série de maintenance en fait, du parc nucléaire français qui a eu pour impact de forcément en hiver de faire envoler les prix sur le marché. Voilà. Et du coup, je le rappelais, mais un contexte géopolitique super tendu. Et qu'est-ce que ça donne à long terme? Donc voilà, pour qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années? Il y a plusieurs choses. La crise géopolitique, en fait, on voit qu'elle ne se tasse pas forcément. Les implications vont un petit peu continuer. La libéralisation du marché de l'électricité va continuer à faire des effets. On a de plus en plus de marchés, de plus en plus de produits qui vont venir complexifier un petit peu cette bourse de l'électricité. On parle un petit peu en ce moment de la disparition de l'AREN à horizon 2025 qui pourrait être remplacée par une CSPE à fiscalité progressive. C'est-à-dire qu'en fait, on va, sur la partie taxes et contributions que je vous montrais au début, venir de plus en plus être chargé. Donc bon, ça c'est des choses qu'on suit de près, mais qui peuvent avoir un impact très important sur la facture d'électricité finale. Voilà. Et forcément, au niveau européen, il y a une tension très très importante du fait qu'il y a beaucoup plus de volumes qui vont s'échanger en termes d'électricité. Et avec l'électrification des usages et le besoin en flexibilité, on va avoir des grosses périodes de hausse et de baisse. Voilà, ça va être un peu les montagnes russes sur le marché de l'élec. Voilà. Et du coup, quels sont les intérêts en 5 points? Forcément, par rapport à ces hausses et baisses qui sont très peu prévisibles, l'autoconsommation va permettre sur une partie de la fraction de consommation du site de venir bloquer ces effets-là. Donc c'est pertinent sur ce point-là. Bien évidemment, quand on ne prend pas des électrons du réseau, mais de notre centrale photovoltaïque, ça permet de maîtriser le coût de la facture à la fin du mois et puis du coup dans l'année. Voilà. Ça permet de décarboner les activités. Forcément, le bilan carbone d'une centrale photovoltaïque est moins important que le bilan, on va dire, carbone global français et que des, par exemple, usages qui sont du type gaz ou fossile. Voilà. C'est un engagement intéressant pour l'image de l'entreprise en question et des objectifs RSE. Voilà, ça, il y a vraiment un intérêt majeur. Et vraiment, on s'inscrit dans un cadre réglementaire qui est vraiment très incitatif pour ces projets-là en autoconso. On y reviendra peut-être après, mais je crois qu'il y a eu plusieurs conférences qui ont abordé ces points-là. Mais au niveau du décret tertiaire de la loi énergie-climat et de la loi AEPR pour l'accélération de production d'énergie renouvelable, vraiment, on nous incite à faire ce genre de projet et ça a vraiment du sens. Voilà. Alors du coup, quel modèle on a à notre disposition pour mettre en place ces projets photovoltaïques? Premièrement, on a l'autoconsommation totale où on va pas venir valoriser le surplus.
il y a plusieurs intérêts économiques, on va le voir derrière. Donc là, toujours en bleu, on a l'électricité qui est soutirée du réseau par le site de consommation. En orange, on va avoir la production photovoltaïque. Voilà. Et donc le premier modèle, c'est une autoconsommation totale. Donc forcément, on a des économies d'énergie. On va venir économiser sur la CSPE, sur le TURP, sur les quantités qui sont autoconsommées. On peut être bonifié à l'heure actuelle avec un système de soutien qui est l'appel d'offres creux autoconsommation pour venir bonifier chaque électron qui est autoconsommé. Voilà. Sur l'actif en question de production, on n'a pas d'IFER, qui est l'imposition forfaitaire sur les entreprises et réseaux, qui est une charge d'exploitation pour l'exploitant photovoltaïque qui coûte de l'argent. Voilà, donc ça va venir améliorer le bilan économique de l'opération. Par contre, bon, voilà, on fait pas grand-chose du surplus de production. Voilà. Et ça, du coup, c'est une solution qui est particulièrement bien adaptée pour les sites qui consomment beaucoup, qui ont quasiment un gros talon de consommation sur lequel peut y avoir de surplus. Voilà. Et du coup, ça lie avec le deuxième modèle qui est la même chose que le premier, avec valorisation du surplus. Ce n'est pas les mêmes impacts économiques, mais on voit que c'est quand même assez intéressant. Donc là, en fait, entre le modèle 1 et le modèle 2, on est venu relier en fait, notre actif directement au réseau public pour envoyer les électrons là-bas, quoi. Donc on économise sous certaines conditions la CSPE et le TURP. Voilà. J'y reviendrai pas, c'est quand même assez complexe, mais Élément étudie finalement au cas par cas les sites pour optimiser au mieux on va dire la partie production et consommation. Donc là, bah, forcément, on tire de l'argent de la revente de surplus. On peut aussi candidater aux appels d'offres de la Creux. C'est intéressant. Et par contre, l'actif photovoltaïque est soumis à l'IFER et à une taxe qui est le S30NR qui est due par tous les exploitants photovoltaïques qui sont reliés au réseau et qui réinjectent dans le réseau. Voilà. Et du coup, bah, c'est surtout adapté à des centrales de moins de 1 MW crête. Bon, je généralise volontairement, mais voilà. Et du coup, ça, c'est une solution qui est adaptée plutôt pour les entreprises du tertiaire qui ont un fonctionnement qui soit hebdomadaire et qui génère quand même pas mal de surplus. Voilà. Et du coup, c'est dommage de venir gâcher 30% de la production totale. Et en termes de modèle d'investissement, il y a un peu deux écoles. C'est ce qu'on propose chez Élément, mais il y a plein d'autres modèles. Il y a un modèle assistance à maîtrise d'ouvrage avec un schéma complet où Élément finalement est assistant maîtrise d'ouvrage. Et le client, lui, va contractualiser avec les différents partenaires, à la fois module, raccordement pour Enedis et un EP6 qui va venir réaliser toute l'installation. Et ça, finalement, bah, l'investissement, il est porté par le propriétaire du site, voilà, qui pourra bénéficier d'un électron directement disponible, monnayant bah, forcément le coût de l'installation. Et on intervient aussi en tant qu'AMO exploitant, où on peut proposer des solutions d'exploitation. Et si finalement le consommateur / client ne veut pas investir de l'argent, on peut très bien, nous, chez Élément, porter l'opération. C'est un petit peu notre cœur de métier de porter des opérations en tiers investissement. Et du coup, dans ces cas-là, on met à disposition un actif sur son site de consommation. Et finalement, ce sera le client qui va nous donner un loyer pour utiliser l'électricité qui est produite de notre centrale. Voilà. C'est ce qu'on a représenté dans le schéma un petit peu contractuel entre Élément et votre entreprise. Donc forcément, cette fois-ci, ce n'est pas le client qui investit, c'est Élément qui investit de A à Z. Et du coup, bah, l'industriel, lui, doit s'acquitter de coûts réguliers tous les ans. Voilà. Et qui ne sont pas fonction du taux d'autoconsommation et qui sont voilà, juste dus quoi qu'il arrive. Je vais laisser Benjamin du coup vous présenter un retour d'expérience sur le dossier du Vigan et puis après je présenterai la société Élément un petit peu de façon plus détaillée. Tiens. Donc là, après avoir surtout parlé du cadre général, on va essayer de faire un cas pratique sur l'un de nos projets que l'on a en cours,
Il s'agit du projet du Vigan. C'est un projet qui se situe dans le Gard, en Occitanie, et c'est situé sur un site industriel, plus précisément sur l'usine Well. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une usine qui fabrique de la lingerie, et c'est une marque quand même assez connue en France. C'est le 3e fabricant français dans ce domaine-là. Et donc cette usine avait un besoin, le besoin de sécuriser un peu son approvisionnement électrique, puisque entre l'année 2020 et l'année 2023, elle a fait quasiment plus 75% par rapport à sa facture d'électricité. Et c'est aussi de là d'où venait le besoin d'un projet en autoconsommation. La particularité de cette usine, et comme ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que c'était une usine qui avait une capacité d'investissement. Et donc c'est pour ça qu'on a plutôt opté pour un modèle AMO pour ce projet-là. Donc c'était l'usine qui a investi dans le projet. La société Élément était en assistance maîtrise d'ouvrage pour réaliser ce projet-là. Et après, comment on a pu avoir un peu le contact par rapport à cette usine? Elle nous a contacté via notre plateforme afin d'avoir le plus de leads possible. On a une plateforme et un site internet qui s'appelle autoconsommation.element.green qui nous permet d'avoir les leads et d'étudier rapidement toutes les solutions, que ce soit pour les petits projets ou les grands projets. Donc, pour pouvoir étudier un projet d'autoconsommation, il faut, on va dire, 2 paramètres importants. Et disposer de ces informations-là, ce sont les points 10 minutes qui permettent d'avoir un peu les consommations instantanées du site. Pour les industriels, il faut demander en général aux fournisseurs d'électricité, mais pour les particuliers, c'est souvent sur les compteurs Lindy, etc., qu'on peut récupérer l'information. Et il y a également les factures énergétiques, là, qui sont intéressantes pour déjà savoir à combien s'élève le coût de l'électron que paye le client, et pour savoir un peu les retours sur investissement des différentes installations que l'on peut proposer. Et donc il y a plusieurs solutions pour pouvoir récupérer ces informations-là, notamment les points de 10 minutes qui sont vraiment les informations essentielles pour faire une étude d'autoconsommation sur ce genre de projet-là. Donc soit on demande directement au client qui les a ou non. S'il ne les a pas, on peut prendre contact directement avec Enedis. Ça prend environ 1 à 2 semaines pour obtenir l'information. Ou alors, il existe aussi des plateformes de récupération de données qui sont plus rapides, qui permettent de récupérer la data beaucoup plus rapidement avec l'accord du client, bien entendu, et ça permet d'avoir des premières analyses très rapidement. Et nous, on utilise la plateforme Omeis qui nous permet simplement d'avoir accès à la consommation électrique du client en toute facilité, et ça permet d'être une bonne base de réflexion aux études. Puis vient, on va dire, la partie la plus importante, puisque qui dit sujet autoconsommation dit besoin, et donc là, pour ça, il faut bien avoir en tête le besoin du client. Donc là, l'usine avait une consommation de 3,9 gigawattheures par an, qui est représentée sur le graphique que vous pouvez voir. Et on remarque plusieurs informations intéressantes sur ce profil-là, et qui sont plutôt similaires pour toutes les entreprises industrielles. On remarque notamment des pics de consommation et surtout un peu des dents de scie qui témoignent d'une activité en 5 jours sur 7. Ça veut dire que l'entreprise ne travaille pas les week-ends comme la plupart des entreprises de ce domaine-là. Et forcément, elle ne consomme pas. Donc pour un projet en autoconsommation, c'est un indicateur forcément du fait qu'il risque d'avoir du surplus sur ces périodes-là. Et donc il faudra voir après le sujet de la valorisation ou non que l'on pourra voir par la suite. On remarque aussi que dans ce cas-là, comme il s'agit d'usines de production, il n'y a pas de consommation de fonds, puisqu'en fait l'usine fonctionne essentiellement de manière journalière. Elle n'a pas de four ou autre qui pourrait nécessiter de la consommation qui permettrait d'avoir une bande de fonds de consommation. Et c'est pour ça que là, il y a vraiment une faible consommation de fonds. Et sinon, de façon plus générale, on peut remarquer que pendant les vacances, que ce soit hivernales ou en été, l'usine est fermée. Et forcément, ça va impacter de façon significative le taux d'autoconsommation et de production, puisque l'essentiel de la production solaire est entre mai et septembre. Donc forcément, il risque d'avoir des sujets de surplus qui vont se poser.
Donc après avoir ces informations-là, c'est là qu'on va un peu rentrer dans la partie plus ou moins technique avec les implantations, essayer de dimensionner des centrales qui pourraient correspondre au mieux au profil du client et de l'entreprise. Donc là, pour l'usine, on avait fait 2 propositions d'implantation. Une implantation couvrait toute la toiture. Donc nous, c'était l'implantation vraiment la plus optimale, puisque vraiment là, on maximisait la puissance, et pour les sujets autoconsommation, ça peut être intéressant. Mais on a dû faire une seconde implantation, puisque si en fait, à première vue, l'implantation de 1,4 MW crête était intéressante, en fait, on n'avait pas pris en compte toutes les zones possibles, les contraintes du site en question, puisque sur la partie sud de la toiture, c'est là où il y avait les unités de production, en fait, on ne pouvait pas les bouger. Et en l'occurrence, pour ce projet-là, le client souhaitait à la fois avoir une installation d'autoconsommation, mais il voulait aussi refaire sa couverture et son étanchéité. Donc ça nécessitait des travaux en plus, notamment des travaux en termes de réfection d'étanchéité et de renforcement de structure, qui pour le coup étaient plutôt embêtantes pour la toiture au sud. Et aussi, c'était la toiture qu'il avait refait il y a peu de temps, une dizaine d'années, donc il ne voulait pas non plus faire des travaux trop impactants à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est plutôt orienté sur une puissance de 700 kW crête en prenant ces contraintes-là. Et pour juste un titre informatif, on a pu déterminer la production solaire, puisque c'est vraiment un paramètre important pour tout ce qui est études d'autoconsommation. Pour la première centrale, quand on couvrait toute la toiture, on a été sur une production d'à peu près 1,6 GWh. Donc c'est quasiment un demi de la consommation du client. Dans le second cas, on était plutôt aux alentours de 800 MWh. Donc c'est divisé par 2 notamment, puisqu'on a une puissance qui est divisée par 2 par rapport à ça. Et donc là, c'est vraiment là où la partie la plus importante d'une étude en autoconsommation, de bien dimensionner le besoin, c'est vraiment de rechercher l'optimum, que ce soit en fonction des besoins du client, que ce soit aussi en fonction de sa consommation, de la puissance installable sur site et de la capacité solaire que l'on peut mettre. Donc dans le premier cas, en faisant tourner un peu des logiciels pour voir un peu les différentes analyses que l'on peut effectuer, on a pu constater que si on avait une installation de 1,4 MW crête, on avait quand même un taux de couverture qui était intéressant, puisqu'on pouvait répondre à 25% des besoins de l'usine. Toutefois, si on regarde vraiment sur la partie autoconsommation elle-même et le taux d'autoconsommation qui traduit un peu l'efficacité du système, plus on se rapproche des 100% et plus on aura un système qui sera efficace, c'est-à-dire que tout ce qu'on va produire sera quasiment autoconsommé sur le site. Là, on n'était qu'à 60,45%, ce qui fait qu'on avait 40% de surplus. En général, nous, on essaye de dimensionner des installations d'autoconsommation avec un taux d'autoconsommation de 80-90% et un taux de couverture entre 15 et 20%. On dit que c'est plutôt des bonnes installations en autoconsommation. On peut faire plus, mais après, il se pose la question du surplus et on juge que ce n'est pas forcément le mieux dimensionné pour. Alors que dans le second cas, on peut voir que en fait, le profil de production solaire, donc qui est en orange, colle un peu mieux déjà avec les besoins de l'usine, et on a quand même peu de surplus par rapport au surplus que l'on avait dans le cas de la centrale où on couvrait toute la toiture. La majeure partie du surplus est les week-ends, puisque la centrale puisque l'usine ne consomme pas, et aussi un peu en semaine, mais ça s'explique surtout par rapport à ce que l'on disait avant, c'était que pendant la période des vacances d'été et hivernales, mais en fait ils étaient fermés, donc c'est en partie à cause de ça qu'il y a le surplus. Donc ce qui fait qu'on a retenu l'option 2 avec une centrale avec un taux d'autoconsommation de 66% et un taux de couverture d'environ 14%. Par rapport au taux de couverture, c'est plutôt un taux de couverture intéressant. Par contre, le taux d'autoconsommation est quand même assez faible pour ce genre d'installation, de par la consommation faible le week-end et en vacances estivales et hivernales. Et donc c'est ce que je dis, c'est ce qui a été retenu, c'est vraiment la centrale de 700 kW crête, et d'autant plus qu'il y avait un facteur en plus qui entrait dans la balance, c'était que le client, comme on était dans un AMO, avait un budget maximal de 1 million d'euros. Et pour vous donner un ordre de grandeur, le fait de réaliser cette centrale-là, avec tout ce qui était travaux de renforcement
les travaux de réfection d'étanchéité, on était aux alentours vraiment de 1 million d'euros d'investissement. Donc ça collait aussi bien à son besoin et surtout à ses capacités d'investissement. S'il y avait eu plus en termes de capacité d'investissement, on aurait sûrement essayé d'aller chercher un peu plus de puissance pour augmenter son taux de couverture, mais on est resté sur ces besoins-là. Et après se pose la question d'un sujet qui est aussi assez complexe à traiter, c'est est-ce qu'on valorise ou non le surplus. Donc le fait de valoriser ou non le surplus a plusieurs conséquences, que ce soit en coût d'investissement, mais aussi derrière en exploitation et en exonération de taxes ou non. Si on se mettait dans la case où on ne valorisait pas le surplus, on ne payait pas tout ce qui était raccordement ni tout ce qui était quote-part S3ENR, on était également exonéré d'IFER et de CSPE. Alors que dans le cas où on est en valorisation du surplus, on doit payer à l'inverse tout ce qui est raccordement, tout ce qui est taxation liée à l'IFER notamment. Et on peut être soumis à la CSPE, mais pour le coup, comme là on est sur un projet inférieur à 1 MW crête, on rentrait dans le cas des petits producteurs. Donc c'est une exonération un peu légale qui permet d'être exonéré de la CSPE sur toute la part autoconsommée pour ce genre d'installation. Donc c'est pour ça en fait là on a essayé de prendre un cas plutôt simple, mais en réalité quand on fait un projet d'autoconsommation, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte, que ce soit la valorisation du surplus ou non, et aussi plusieurs paramètres légaux qui entrent en compte et qui permettent de bénéficier de fiscalité plus ou moins intéressante. Et encore, on ne parle pas du sujet CSPE qui, là, avec le plan et la loi de finances qui est passée en 2022, a permis de baisser la CSPE pour toutes les industries à 5 centimes, 5 centimes d'euros du watt crête, alors qu'en théorie, elle est à 22,5 euros du watt crête. Mais donc, il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu sur tous ces sujets-là. Et donc pour valoriser le surplus, il y a plusieurs solutions possibles. Donc la plus simple, c'est passer par l'appel d'offres creux, donc autoconsommation, qui est un mécanisme mis en place par l'État, un peu comme les appels d'offres creux pour le bâtiment, le sol, l'éolien. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ces mécanismes-là ou non, mais c'est en gros l'État qui va subventionner un peu la filière en fournissant un complément de rémunération sur une durée prédéfinie. Là, pour l'appel d'offres autoconsommation, on est sur des durées de 10 ans. Il faut savoir qu'actuellement, cet appel d'offres n'est pas très intéressant pour des sujets en autoconsommation avec un taux d'autoconsommation aussi faible. Et donc c'est pour ça qu'on a évité cette valorisation-là. On s'est plutôt orienté sur sur d'autres valorisations qui étaient différentes, notamment les valorisations sur le marché, soit avec les prix spot, donc c'est directement on s'approvisionne sur le marché, et on est dépendant des variabilités du marché, ou alors on prend le prix des écarts positifs qui est légèrement inférieur au prix du marché et qui est en fait un prix fixé par Enedis pour pouvoir équilibrer le réseau. Un autre moyen de valoriser le surplus, c'était passer par un prix fixe indexé. En fait, ça, c'est des prix qui sont un peu moins intéressants que le prix marché, mais qui dit moins intéressant, dit aussi un meilleur gage de simplicité et de sécurité, puisqu'en fait, ça sera des contrats sur 3 ans minimum à prix fixe qui sont indexés sur le tarif réglementaire de vente de l'électricité. Et donc ça va dépendre un peu là du client, de sa philosophie, de savoir s'il veut avoir plus ou moins de risque sur ce surplus-là. Et donc ça nous permet derrière de dresser un peu des bilans économiques et de faire plusieurs simulations suivant la valorisation du surplus qui a été fait. Donc là, on a les 3 scénarios. Donc en orange, la revente via le prix des écarts positifs, en gris, le prix spot, donc qui est le prix marché, et en bas, en bleu, l'offre prix fixe. Et on voit qu'au final, avec la valorisation du surplus de ces 3 simulations, on a des économies qui sont plus ou moins équivalentes. On a des retours sur investissement d'environ 7 ans pour ce projet-là, et dans le cadre spécifique du projet du Vigan. C'est un retour sur investissement qui est tout à fait convenable pour ce genre de projet-là. Après, c'est vrai que si on raisonne d'un point de vue purement industriel,
c'est des retours qui sont quand même assez longs, et c'est pour ça qu'il faut quand même que ce soit des clients qui soient assez moteurs, à la fois pour faire des projets en autoconsommation, mais également pour porter ce genre d'investissement pour réaliser au mieux ce projet-là. Et donc peut-être pour résumer le projet du Vigan qui sera mis en service en janvier de 2024, donc dans moins de 2 mois à peu près. On a un projet d'une puissance de 700 kW crête qui est en autoconsommation industrielle, et l'investissement est porté par l'industriel en lui-même. Et les données vraiment principales, ce sont que ça permet de couvrir 14% de la couverture du site, et on a une efficacité de l'installation de 66% en autoconsommation. Justement, par rapport à cette efficacité-là, le client qui est vraiment dans cette optique un peu d'optimisation énergétique et vraiment d'optimiser au mieux et sécuriser au mieux sa facture, réfléchit de baisser justement ce pic de consommation en été pour essayer de l'étaler le plus sur la partie août et juillet, en passant par exemple à des journées de travail, au mieux de faire des journées de travail, de faire des demi-journées de travail, ce qui me permettrait aux salariés de travailler sur toute la durée. Et ça permettrait de faire baisser sa consommation du site et d'augmenter aussi son taux d'autoconsommation. Ça, c'est une piste de réflexion parmi tant d'autres. Il faut savoir qu'il y a énormément d'optimisations qui sont possibles, et il y a des entreprises aussi qui optent vraiment pour des solutions vraiment optimales, que ce soit au niveau des unités de production ou même de consommation des composants de l'usine ou des heures de travail. Donc ça, c'est des solutions qui sont en cours de réflexion et qui permettent aussi de rentrer encore plus dans cette démarche vraiment d'énergie positive et de diminuer son impact et d'avoir une sécurité de l'approvisionnement. Et du coup, je vais terminer. Hop là, pardon, désolé. C'était pour vous. Hop. Je vais terminer du coup sur la société Élément. Vous l'avez vu, on est à chaque fois assez détaillé dans nos études. Ça nous tient à cœur. Du coup, vous l'avez compris, on fait de l'autoconsommation, mais pas que. On est sur les types de projets centrales au sol, flottants, ombrières, toiture, éolien, hydroélectricité. On est, je vous l'avais dit, à peu près une centaine en France, 120 dans le monde. On maîtrise aussi les technologies d'optimisation, batterie, stockage, flexibilité, etc. Voilà, c'est un petit peu la carte des références. Là, éléments, notre répartition. Les points orange, c'est les points photovoltaïques. On s'est beaucoup développé autour de l'arc méditerranéen. Là, ces slides-là, ils datent un peu, mais on a à peu près 80 projets solaires en cours sur le territoire, dont c'est à différents stades. Voilà, là, il n'y a que les projets en développement, en construction, en exploitation. Voilà, on a différentes agences en France et le siège est à Montpellier. Voilà. Et là, voilà, on a une petite récap du coup de notre activité en autoconso, où on est une équipe qui étudions à fond tous les dossiers sur toutes les technologies. Voilà. Et on a, comme Benjamin le disait, et ça a servi par exemple pour le Vigan, le projet qu'il a décrit tout à l'heure, de simuler le projet directement en ligne via notre plateforme dédiée. Donc là, il y a le QR code, mais vous pouvez directement arriver finalement sur le site internet. On a rappelé les principales caractéristiques de ce que nous, on cherche, ce qui est dans la cible. Pour les centrales au sol et les centrales flottantes, on va commencer à prendre les dossiers à partir de 5000 m², donc 0,5 hectares. Les ombrières, 50 voire 100 places de parking. Et les centrales sur toiture, environ 3000 m². Voilà, ça c'est le concept. Merci à tous pour votre attention. On est en stand de B18 qui est à peu près par là. Voilà. Donc ce serait un plaisir de discuter avec vous si vous avez des besoins ou pas. Voilà. Merci à tous. On va prendre du coup des questions aussi, si vous en avez. Oui, il y avait un monsieur derrière. Bonjour, merci pour votre présentation. Juste à la fin, en conclusion, j'avais pas bien compris sur l'étude de cas. On arrivait à 66% d'autoconsommation et 15% d'économie d'énergie.
Ça veut dire en fait qu'il y avait beaucoup d'autres consommations d'énergie autres que l'électricité. J'avais pas bien compris le ratio en fait. Allô? Ouais, c'est bon. En gros, le ratio, les 15%, c'est les 15% d'économie sur ces besoins en énergie qui sont assurés par la centrale photovoltaïque. Et le 66%, en fait, c'est plutôt pour décrire l'installation en elle-même. Avoir une installation de 66%, ça veut dire qu'à un instant T, il va y avoir 66% de ce qui sera produit qui sera vraiment consommé sur le site. Et les 34 autres pourcents, je ne me suis pas trompé en calcul, ça va, sont soit perdus ou soit doivent être valorisés sur le réseau. C'est ça, c'est la différence entre ces deux chiffres-là. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il existe, et ça je ne sais pas, hein, il existe des projets qui font que ces surplus peuvent être consommés par une autre industrie proche ou alors par une commune? Oui, alors ça c'est un autre, une autre mode de valorisation. Voilà, c'est bizarre. Le surplus, on peut très bien le mettre en place dans une boucle d'autoconsommation collective. C'est des choses qui émergent de plus en plus. Voilà, donc là, le vrai sujet, c'est d'essayer de trouver aussi d'autres consommateurs potentiels qui pourraient utiliser le surplus. Voilà. La question portait sur c'est quoi les autres acteurs de l'autoconso collective. Alors l'autoconsommation collective, c'est du coup faire une boucle d'autoconso entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs. Et quand je parle d'acteurs de l'autoconsommation collective, c'est les structures, les sociétés qui organisent ces boucles-là. Voilà. Donc par exemple, il y a une structure qui est très connue qui s'appelle Enogrid, si vous avez déjà travaillé avec eux, qui se propose d'organiser finalement les contrats entre les producteurs et les consommateurs. Voilà. Où il y a par exemple Sungro aussi qui fait ça. Et ce sont des structures privées. Voilà. C'est des boîtes comme la nôtre en fait qui font spécifiquement de l'autoconsommation collective.